puissant, hein, tu vois, c'est fou. Bon bah lui, il est arrivé et par sa bonté, ce qu'il incarne, ça s'est fait. Et les gens qui l'ont aidé, hein, ils étaient 4 à faire ça, il n'a pas fait tout seul, mais c'était magique. Ma sœur, c'est une professeure de yoga incroyable qui, par son sourire, sa bienveillance, rassemble les gens et transmet toute une voix, parce que le yoga c'est une voix. Bon, ma maman, j'en ai déjà parlé, mon père aussi, donc j'avais pas besoin de plus. Mais après, la vie fait que tu rencontres des gens qui sont fabuleux, comme toi, comme d'autres. Et c'est, voilà, j'en ai cité d'autres, mais au Japon, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, les managers, les petits aussi commerciaux, qui avaient une rigueur de travail à la Jap. Le kakunin, comme la science de la vérification. On a eu ici, quand on organise des événements, il y a toujours des couacs. On a des problèmes de matos, des problèmes de ceci, on n'a pas les clés du local, etc. Au Japon, on double et triple vérifie absolument tout. Ça devient horrible. Tu sais, tu te dis, mais pourquoi on revérifie? On a envoyé 25 emails, etc. Non, non. On va encore revérifier. Là, tu as envie de t'arracher les ongles, tu deviens fou. Ouais, mais au moins, il n'y a jamais de quoi avec les Japonais. Ça, pour moi, ça a été une école. Donc finalement, j'aurais pas de... Mais est-ce que tu n'as pas cette sensation, et on a discuté hier soir, mais c'est intéressant aussi de le partager, que ça manque aussi d'un certain côté d'authenticité, tu vois, le petit côté freeride qui va faire que tu as de l'émotionnel en plus en fait. Mais c'est ça le gros, c'est le défaut, balance, hein. Le défaut des Japonais, donc il faut s'inspirer. C'est-à-dire on prend le meilleur, comme dirait Bruce Lee, prends l'utile, rejette l'inutile, ajoute-y ce qui est profondément toi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. De toute façon, Bruce Lee avait tout dit. Hein. Prenez ses citations. Voilà, je ne sais pas comment il est fait à un si jeune âge pour devenir aussi sage, mais ça serait le super-héros que... L'un des super-héros, parce qu'il y avait plein de défauts. Il paraît qu'il courait les jupons, et il paraît que... Mais c'est bien aussi. Voilà, il a des défauts. Mais on s'inspire. Même Bruce Lee, il avait des défauts. Okay. Alors, donc, je sais qu'il y en a un que tu aimes par-dessus tout aussi, c'est Mohamed Ali. Ouais. Énormément, parce qu'il est, c'est une figure que je prends pour l'antifragilité. Le cours qu'on a fait autour du mindset avec Idriss, parler des boxeurs professionnels, et Idriss pareil, il voit un culte à Mohamed Ali parce que c'était quelqu'un qui sortait du monde de la boxe. C'est-à-dire il était tellement grand que c'était un super-héros à l'époque. C'est-à-dire que c'est lui qu'on envoyait pour négocier la libération de certains otages. Tu vois. Comment on en arrive là, quoi? C'est-à-dire que le gars, il a atteint une stature qui était au-delà de Michael Jackson et d'autres choses. C'est-à-dire, c'est un Superman. C'est comme si on est Superman et Superman, tu peux pas nous aider parce que là, on a des otages et tout. Il dit, ouais, pas de problème, je suis Mohamed Ali, j'y vais. T'imagines le scénario, quoi? Et pour autant, il a refusé de rentrer, de s'incorporer pour la guerre au Vietnam. Donc, ouais, après, il prend des positions et puis je suis sûr aussi qu'il avait plein de défauts. Mais ouais, Mohamed Ali, il se plaçait toujours dans la... Il avait toujours une pensée suivie. C'est un terme que j'ai beaucoup utilisé dans ce séminaire qu'on fait ici à Marcoussis. C'est avoir une pensée suivie, c'est toujours penser aux conséquences de ses actes. C'est-à-dire être proche des conséquences de ses actes. Nassim Nicolas Taleb, cet écrivain, parle de skin in the game, c'est-à-dire jouer sa peau. Si tu joues pas ta peau, ça veut dire que tu as la capacité de ne pas subir les conséquences de ses actes. C'est-à-dire je peux faire une connerie, mais ça va pas te retomber sur la poire. Ça, c'est le monde de la bureaucratie. C'est-à-dire, j'ai 25 distances de hiérarchie, je peux prendre une décision, mais ma tête, elle sera jamais coupée, donc c'est pas grave. Ça, c'est terrible. Parce que si tu connais pas les conséquences de tes actes, tu n'as pas un pourquoi derrière tes actions. Et quand on est sur un terrain en train de s'entraîner, en train de s'échauffer comme hier, on a fait un atelier autour de l'échauffement, si la pensée n'est pas suivie, c'est-à-dire tu ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi tu fais les choses, bon, tu vas faire l'échauffement global, c'est-à-dire allez, on fait un peu de cheville, allez, on fait un peu les hanches, tourner les genoux, et là les personnes s'endorment. Ouais. Personne s'endorme. C'est donc le but de cibler vraiment tes actions. Pour toi, être riche, ça veut dire quoi? Tu le savais que j'allais non, alors là, pas du tout. Ah non, tu m'étonnes, c'est pour ça. Non, pas du tout. Moi, la richesse, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, il y a une paix intérieure qui s'installe quand tu es en paix avec toi-même, quand tu as réglé à peu près les plus gros conflits, même s'il y en a plein qui remontent, il y en a toujours tous des démons qui popent comme ça, selon les événements de la vie, évidemment. Et une fois que tu as trouvé la paix intérieure, c'est-à-dire que tes actes sont en corrélation parfaite avec tes valeurs. Une fois que ça c'est bon, généralement tu ne connais plus jamais la paix extérieure, parce que tu es toujours en lutte contre les lois inhumaines. Ce qui
ce qui vraiment détruit la liberté, ce qui oppose les gens, ce qui n'est pas normal, ce qui opprime les plus faibles. Voilà. Donc tu es toujours dans, bon, maintenant que je suis en paix avec moi-même, comment je vais utiliser cette force intérieure pour faire qu'il y ait un maximum, lutter, comme dirait Patrice Franceschi, contre le chaos, le grand chaos, la guerre de tous contre tous, ou le petit chaos, la privation des libertés humaines. Comment je vais faire pour me mettre au service du bien commun. Mais ça passe d'abord par, comme dirait en posturo ou en kiné, du proximo-distal, c'est proche, au distant. Donc ça passe d'abord par moi. Puis après, une fois que ça s'est en paix, c'est aligné, j'y vais. Et ça, c'est une vraie richesse, parce que tu sais que, comme on en parlait autour des circuits dopaminergiques, désirer n'est pas aimer. Il y a deux voies différentes dans le corps. C'est pas parce que je désire avoir les nouvelles baskets, je passe devant une boulangerie, je sens un pain au chocolat, je désire la dopaminergique, c'est-à-dire extéroception, ça me pousse à l'action vers un but que je ne possède pas. C'est-à-dire, c'est vraiment la voie des choses que je n'ai pas, la dopamine. Je pousse, mais ça ne veut pas dire que je vais l'aimer en fait. Quand je vais manger le truc, je vais dire il n'est pas réussi ce croissant, ou en fait non, je veux pas manger ce beurre là, etc. Il y a un moment dans The Office, tu connais cette série? The Office, c'est vraiment une série qui est géniale, très, très drôle, où l'un des héros voit le gâteau au chocolat, il y a eu un anniversaire, et il commence à manger le gâteau, il dit j'ai envie de ce gâteau, non j'en ai pas envie, ça va me faire grossir, et puis il commence à le manger, mais qu'est-ce que je fais? Il va tu sais, il se contredit et il fait dissociation. Ouais, c'est ça, c'est désirer n'est pas aimer, tu vois. C'est vraiment deux voies dans le cerveau, c'est deux voies qui sont complètement différentes. Et donc avoir cette analyse-là, cette méta-analyse encore une fois, de voir ce raisonnement par rapport à ses émotions, est-ce que ma raison gouverne mes émotions ou pas, une fois qu'on a ce contrôle-là, une fois qu'on peut jouer là-dessus sur ces deux tableaux et qu'on peut avoir encore une fois une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de son propre comportement, mais ça c'est une vraie richesse. Alors concrètement tu le fais comment? Parce que si on avait des tricks à donner dans un quotidien, tu vois, ça t'arrive comment de prendre cette position en méta-analyse? Dans quelle situation? Par exemple, j'en sais rien, tu es au self, un plateau, machin, etc. Une attitude, quelque chose qui va faire que tu prends cette distance. Comment tu le mets en place? Tu vois, est-ce que c'est ponctuellement dans la journée? Parce que, et toi et moi, on a des types de personnalités où on a aussi besoin de nos moments à nous pour nous recentrer et analyser ce qui nous arrive dans la journée pour pouvoir nous positionner. Donc très souvent, comme ça, dans les séminaires, on a nos moments à nous et on en a besoin. Est-ce que c'est dans ces moments-là où tu analyses ce qui vient de se passer, ou c'est vraiment sur l'instant, quand tu détectes quelque chose et que tu as tellement pris l'habitude de fonctionner comme ça, que c'est ce focus, tu vois, ce zoom-là que tu fais au quotidien? Mentalement, comment ça se processe? Alors mentalement, visuellement, pour donner une image à tout le monde, je pense que tu as utilisé le bon terme, c'est zoom des zooms. Alors vous pouvez lire le livre, j'arrête pas de citer Idriss, mais Idriss Aberkan, c'est quand même un ami qui m'a énormément inspiré et qui a en fait, il a utilisé le vocabulaire et les mots, il a mis les mots sur ma pensée en fait de toujours. C'est-à-dire que notre cerveau et son livre Théorie et poésie, c'est une présentation Prezi. Le Prezi, c'est un logiciel qu'il utilise Idriss dans ses conférences. Et je ne sais pas si vous avez vu ces conférences, des millions de personnes, ça fait des millions de vues sur YouTube, donc sans doute que des gens qui regardent cette vidéo, et si vous n'avez pas vu, tapez Idriss Aberkan, voilà, autour de la connaissance, toutes les conférences qu'il a fait. On voit sur le projecteur des espèces de bulles, et il rentre dans des sujets. Là, il dit on va parler de biomimétisme, et puis il prend l'image d'un animal, etc., d'un papillon, peu importe, et puis il dézoome. Et puis il rentre dans un autre sujet, et puis il dézoome. Puis il rentre dans un autre sujet, il dézoome. Ça, c'est le Prezi, c'est ce logiciel qui permet de faire ça. C'est P-R-E-Z-I ou 2-Z-I, je sais plus. Et en fait, la pensée humaine, on peut la voir comme ça. C'est-à-dire, on est focus, c'est les voies dopaminergiques, entre autres. Focus, vision, la vergence de la vision. Ouais, un point de focus, tu écris quelque chose, tu es focus sur quelque chose, et puis après tu vas sortir et tu vas être dans l'optical flow, c'est-à-dire vision périphérique. Les choses vont défiler, et là ton cerveau va switcher de mode plutôt parasympathique, etc. Et c'est ce va-et-vient, ce mouvement continu du système nerveux qu'il faut entretenir. C'est pas l'un ou l'autre, c'est
cette plasticité, de pouvoir jouer entre les deux. Et bien souvent, on a tendance à rester plus dans un système, et c'est ce qui fait que de l'autre côté, il y a un manque. Voilà. C'est cette adaptabilité. Hein. Être adaptable, ça veut dire passer d'une situation A à une situation B sans être décontenancé. La fameuse intelligence. Et oui, ouais, pour moi, c'est ça. Et intelligence, c'est, au point de vue, encore une fois, sémantique, c'est interliguer, tisser des liens distants. Donc je tisse des liens entre les choses. C'est pas forcément le lien, c'est pas forcément les choses, c'est le fait de tisser les choses et de connecter, de voir une vision globale sur la chose. Et donc c'est une question de survie. Hein. C'est une question de survie. C'est-à-dire, je vois qu'il y a un fruit dans l'arbre, je vois qu'il y a un animal sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que je vais chercher le fruit? Est-ce que je combats l'animal? Est-ce que je mange l'animal? Est-ce que c'est pas seulement le fruit en lui-même, bon d'accord, mais il est loin, il est en haut de l'arbre, il faut que je grimpe, etc. Et donc là, le vivant, lui, il s'adapte, et il voit par rapport à la motricité toute la complexité à mettre en place, et par les contraintes de la hauteur, de ma fatigue, de mon physique, je vais être créatif. Sans contrainte, il n'y a pas de créativité. Ok, on revient, je vais pas te lâcher. Oui. Alors, tu le sais, donc concrètement. Concrètement, matérialiser la pensée par l'écriture, ça peut être déjà un très bon outil. C'est-à-dire, ça c'est le baby step. Hein. C'est évidemment, si tu me dis comment je fais pour faire un squat à 200 kg, je vais dire d'accord. D'accord, mais si tu avais un conseil ou deux ou trois à donner par rapport justement à cette faculté de zoom des zooms, ça peut être très bien fait. Justement avoir cette métaposition et pouvoir permettre aux gens de progresser. Quels seraient ces trois conseils? L'écriture d'abord, c'est très facile parce que ça peut se mettre en place tous les matins par une routine, comme je disais tout à l'heure, ou le matin ou l'après-midi, peu importe. Ou là, vous dire bon, hier j'ai eu une conversation avec mon frère, avec ma femme. Bon, j'ai eu ça, etc. J'ai dit ça, mais est-ce que le défaut que je reproche, il m'énerve parce que je l'ai en moi? C'est tout le temps comme ça, hein, d'accord? Vous savez très bien que si vous avez un défaut qui vous énerve chez quelqu'un d'autre, c'est parce que vous l'avez en vous, hein. Sinon ça ne vous énerverait pas. Donc, d'accord, donc j'ai réagi comme ça, de manière un petit peu épidermique. Peut-être que allez, je vais m'excuser, etc. Ça, c'est un premier pas, c'est très bon ça. Hein, là, on est allé voir et puis on a dézoomé, on a pris du recul par rapport à un événement passé. En fait, tu cleans ton jardin intérieur. Exactement. Encore une fois, c'est une analyse de la propre analyse. Hein. J'analyse comment j'ai réagi, j'analyse encore après comment j'ai analysé. C'est-à-dire, je viens d'écrire, j'ai analysé hier soir. Est-ce que je peux analyser cette analyse? C'est-à-dire, c'est bien fait là, par écrit, j'ai mis des mots-clés où j'ai mis un pavé, j'ai écrit 20 pages. Bon, cette analyse-là, elle est trop longue, donc j'analyse l'analyse. Hein, j'ai encore pris un pas de recul. Hein. Et c'est ce qui fait que tu écris le matin, en fait. Ouais, c'est ce qui fait que je peux écrire le matin, c'est ce qui fait après que tu tisses des liens par rapport à tout ça, et que tu améliores aussi ta manière de transmettre. C'est-à-dire que plus tu prends des pas de recul, tu dézoomes, puis tu zoomes. Tu zoomes, puis tu zoomes, plus tu retires l'essence des choses. Ah les gars, j'ai cherché là-dedans, je suis allé voir au fond du trou. Vous pouvez y aller hein, si vous voulez. Mais ce que j'y ai trouvé, c'est ça. Peut-être que ça va vous faciliter la vie que je vous transmette ça directement, cette pépite-là. Donc, je pousse tout le monde à aller faire ses propres recherches et faire son propre travail. L'outil de l'écriture, pour moi, il est très salvateur. La lecture, après, parce que quand même, on est assis sur du savoir empirique, c'est-à-dire qui s'est accumulé au fil du temps, qui est d'une valeur